à Ouchang Gilardi. Merci à l'APM de me recevoir et de me permettre de vous parler de ma pratique, puisque je suis à la fois médecin psychiatre et médecin gériatre et docteur en philosophie et en éthique médicale. Je travaille depuis 35 ans dans un grand hôpital de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, j'allais dire en province, mais c'est en banlieue parisienne, à Limeil-Brévannes, de près de 1000 lits de personnes âgées, polypathologiques, atteintes de troubles cognitifs. Et donc, je vais vous parler des dilemmes éthiques qui ont été soulevés par la pandémie de la Covid-19 en gériatrie. Donc, cette pandémie du coronavirus, le SRAS-CoV-2, est venue nous rappeler notre inégale vulnérabilité face à la maladie et elle a touché, on le sait, plus particulièrement les personnes âgées hospitalisées en institution, soulevant des dilemmes éthiques. Alors, je voudrais vous rappeler que l'éthique vient du mot grec ethos, qui signifie les mœurs, la manière de vivre, la manière d'habiter en soi-même pour mieux y vivre, la manière d'habiter au monde. C'est donc une réflexion sur les comportements adoptés pour rendre le monde humainement plus habitable. C'est une démarche face à un problème donné en vue d'adopter une solution suffisamment bonne. L'éthique recommande alors que la morale commande. L'éthique questionne avant d'apporter une réponse, alors que la morale donne des réponses a priori sans se questionner. Nous avons eu une première vague tsunami, un mur, de mi-mars à début juin, sans armes pour l'affronter, sans protection pour les soignants, par manque de masques FFP2, manque de masques chirurgicaux délivrés au compte-gouttes, 2 par argent et par jour, par manque de tenues à usage unique. Nous avons dû les laver et parfois certaines journées se terminaient avec des sacs poubelles en guise de surblouse pour les soins souillants des aides-soignantes. Nous n'avons pas eu de test de dépistage pour les soignants non symptomatiques ou soignants contacts. Après une accalmie cet été pendant 2 mois avec juste quelques unités cluster, je rappelle que les unités cluster, c'est le nom américain pour dire cas groupé. Dès que nous avions 2 patients positifs, l'unité est dite cluster. C'est-à-dire que tous les autres, on confrontait tous les autres qui n'étaient pas positifs au danger d'être contaminés. Aujourd'hui, alors que la 2e vague déferle toujours, nous sommes mieux équipés physiquement, peut-être aussi psychiquement, mais le cœur n'y est plus. Le découragement se chronicise. J'ai eu, en tant que psychiatre, à vaincre mes propres peurs, incertitudes, écouter, apaiser, prendre en charge à la fois les détresses psychiques des malades, des familles, des soignants, avec aussi de véritables décompensations psychiatriques liées au coronavirus. Face à des enjeux de réalité de terrain liés à la Covid-19, la distanciation physique, le port de masque, la séparation, l'interdiction des visites, le confinement, le départ du domicile, la contention, le choix de vie, les rites funéraires ou cultuels, nous avons appris à faire dialoguer entre eux les 4 principes éthiques de Beauchamp et Childress en fonction de la personne et non de l'infection ou de la maladie, de son état cognitif. Je rappelle que 80% de mes près de 1000 malades souffrent de troubles cognitifs modérés à sévères, c'est-à-dire qu'ils ont la maladie d'Alzheimer ou apparentés. Ils sont polypathologiques, ils ont 6 pathologies en plus de leur démence et ils sont dépendants de leur environnement, c'est-à-dire qu'ils sont refusés de toutes les unités dites privées. Alors, je vous cite les 4 principes éthiques. Le principe du respect de l'autonomie du patient. Évidemment, c'est la règle depuis le 4 mars 2002. Et vous voyez bien que c'est bien difficile à mettre en œuvre en gériatrie avec des patients déments. Le principe de bienfaisance, c'est notre règle soignante depuis la nuit des temps. Le principe de non-malfaisance, ne pas nuire, la règle d'or, sauver celui qui appelle au secours. Le principe de justice et d'équité, la juste répartition des moyens ayant fait question justement en gériatrie. À l'assistance publique, on a une note nous disant qu'on ne devait pas réanimer les patients uniquement sur mais c'est même pas réanimer, appeler le SAMU sur un critère d'âge des plus de 70 ans. Ça, c'était début mars. Nous avons eu au sein de l'assistance publique une note disant que les masques FFP2 étaient réservés à la réanimation. Vous savez, les héros en blouse blanche. Nous, on avait le droit au mieux à des masques chirurgicaux et encore, il n'y avait plus rien. J'ai dû faire appel à des fondations privées
en mon nom propre pour avoir les tenues et les masques qui m'ont été livrés avec des militaires. Enfin, c'était hallucinant. Alors, très vite, 5 dilemmes éthiques sont venus questionner nos pratiques soignantes en gériatrie. Le critère d'âge, les plus de 70 ans, et la priorisation pour l'admission en réanimation, les gestes barrières, comment communiquer avec les masques et sans toucher avec les malades d'Alzheimer, le confinement et la privation de liberté d'aller et venir, l'arrêt des visites et le syndrome de glissement, enfin, les soins palliatifs et la fin de vie sans rituel et la possibilité d'accompagner pour les proches. En ce qui concerne mon premier plan, la barrière d'âge et l'accès à la réanimation. Je le rappelle, sans mésestimer les risques d'une réanimation lourde pour nos patients très âgés et polypathologiques. Nous avons déploré le refus systématique du recours au SAMU et à la réanimation pour nos patients de plus de 70 ans. Je rappelle, la gériatrie, c'est plus de 75 ans. Donc, évidemment, nous n'avions que des patients de plus de 70 ans. Cet unique critère d'âge ne pouvait s'entendre tel quel. Nous nous sommes appuyés sur les recommandations des sociétés savantes, la SFAR, Société française d'anesthésie et de réanimation, la SRLF, Société de réanimation de langue française, et celle du CCNE, Comité consultatif national d'éthique, qui a rendu des avis. Je vous en donne les pistes d'orientation provisoire du 16 mars 2020. Depuis, il n'y en a pas eu d'autres, pistes d'orientation. Voici les préconisations pour favoriser des décisions éclairées. Premièrement, rassembler une liste d'éléments objectifs et non réaliser un calcul de score combiné. Ça, c'est très important. Deuxièmement, le recueil de la volonté ou de refus du patient d'être pris en charge en service de soins critiques. Vous avez peut-être vu dans Le Monde, il y a quelques jours, une très belle lettre qui a été publiée émanant d'une personne âgée qui ne voulait pas être réanimée. Et donc, mes collègues réanimateurs l'ont publié dans Le Monde, un très joli témoignage, très beau. Mais vous voyez bien qu'en gériatrie, avec mes patients déments, recueillir le consentement, c'est extrêmement compliqué. Et ce qu'on voyait, c'est que jusqu'au bout, ils s'accrochaient à la vie. Et nous, on les voyait disparaître, comme ça, sous nos yeux, en quelques heures. C'était terrible. On n'avait même pas le temps d'avoir le résultat de la PCR. Ils désaturaient, pas de possibilité d'avoir une petite réanimation. Je ne dis pas la grosse réanimation intubée, ventilée, mais quand même, un masque à hyperpression d'oxygène. Nous n'avions pas ça. C'était terrible. Il faut regarder aussi, d'après toutes ces sociétés savantes, l'état préalable sous-jacent du patient, son âge, sa comorbidité, son état cognitif, sa fragilité, son autonomie, évidemment l'état de nutrition et l'environnement social, avec des scores de fragilité qui sont tout à fait utilisés en gériatrie et validés, avec une évaluation de l'état nutritionnel. Évidemment, on ne va pas se précipiter à réanimer un grand dément qui est complètement cachectique, qui est en fin de vie. Ça serait de l'acharnement ou de l'obstination déraisonnable. Et puis, on regarde l'environnement social et le mode de vie antérieur. Ce n'est pas pareil de réanimer un clochard qui a 60 ans, on en a qui nous sont imposés par l'assistance publique, qui n'a aucun environnement social, qui a une cirrhose du foie, et puis une dame de 78 ans qui a des enfants, des petits-enfants, qui dit sa volonté de vivre. Voilà. Et il faut prendre ça en compte et bien entendu pas s'attarder uniquement sur ce critère d'âge. Et puis, ces recommandations disaient qu'il fallait mettre en route une cellule pluridisciplinaire d'appui pour répondre aux cas complexes. Et bien sûr, nous n'avions que des cas complexes. Le deuxième dilemme, c'est celui des gestes barrières en gériatrie. Ne plus pouvoir s'approcher, toucher, prendre dans ses bras. Vous avez vu cette vidéo extrêmement belle qui a été partagée aux États-Unis d'un réanimateur qui prend dans ses bras un patient qui pleure en disant, et moi c'est mon quotidien, qui pleure en disant, moi j'en ai marre de ne pas voir ma femme, je veux voir ma femme. Et qu'est-ce qu'il a à lui proposer? Ses bras. Qu'est-ce que nous avions proposé? La consolation, nos bras. Mais nos bras sont tenus à usage unique, avec juste un petit masque qui sont des passoires en rapport au masque FFP2. C'était quand même très difficile. Il a fallu essayer de se faire comprendre
avec le masque. Il a fallu prendre tous ces paramètres en compte pour vaincre nos craintes légitimes d'être contaminés ou de contaminer. Aujourd'hui, lors de la deuxième vague, c'est les soignants qui contaminent. C'est devenu nosocomial. Hein. Les patients qui sont en soins de longue durée depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas bougé. Et c'est bien évidemment les soignants, puisque les visites sont extrêmement contrôlées dans des lieux dédiés, habillés de pied en cap, mais les soignants, ils vivent, ils ont leur vie. Hein. Et ils arrivent, ils prennent le métro, etc. Enfin, ça est bien compliqué. Il a fallu être dans une juste présence, mais aussi une juste distance, en prenant plus de temps, en expliquant, en rassurant. Troisième dilemme éthique, les risques liés au confinement. Les risques engendrés par cet isolement psychosocial sur les personnes âgées et leur santé mentale, cognitive et physique sont aujourd'hui bien connus et anticipés. Car faute de stimulation sensorielle et cognitive, ils ont eu une acutisation de leur démence, de leur dépression, des angoisses d'abandon, des troubles du comportement et plus simplement de leur difficulté à se mouvoir, à bouger, à effectuer les actes de la vie quotidienne. À ça, ils étaient surconfinés au lit, au fauteuil, mais au bout de 15 jours, en cellule de crise, on a dit, mais ils ne mangent plus. Ah ben, on ne comprend pas, ils ne mangent plus. Ben non, on leur laissait le plateau comme à des chiens, voilà, alors qu'il s'agissait de personnes âgées extrêmement dépendantes, il nous fallait des bras. Il nous fallait des bras. Il nous fallait d'une présence vivante, de l'humain. Déjà, pour la plupart des personnes très âgées et polypathologiques souffrant de troubles cognitifs, institutionnalisés, le confinement au fauteuil dans leur chambre ou dans une unité protégée, on appelle ça une UCC, une unité cognitivo-comportementale. Pour rappel, j'ai perdu 50% de mes patients dans mon UCC parce que c'était des déments déambulants avec de graves troubles du comportement et ils ne comprenaient pas l'idée de mettre un masque, hein, bien entendu. Donc, ils se sont contaminés et une unité comme la mienne a été très fortement impactée par la COVID-19 pour les patients, pour les familles et pour les soignants qui n'étaient absolument pas habitués. Ce n'est pas une unité de soins palliatifs. Hein, à voir leurs patients dont ils s'occupaient depuis des mois mourir dans des détresses respiratoires terribles en quelques heures. Hein. Il a fallu évidemment les soutenir. Eh bien, c'est une chose qui est tout à fait banale, hein, la contention. On nous dit que c'est dans leur intérêt, pour éviter les chutes, les errances, les fugues, par principe de précaution lié au principe de responsabilité. Cela, nous le comprenons. Nos aînés sont aussi des citoyens, n'oublions pas, gouvernés par les mêmes lois depuis la Révolution, celle de respecter leur liberté d'aller et venir au sein de leurs institutions. Comment faire alors pour nos patients âgés désorientés déambulants? Il y a une conférence de consensus en 2004 rappelant ces notions fortes d'autonomie, de vie privée et de dignité de la personne âgée. Vous voyez, 2004, il n'y en a pas eu depuis. Hein. Alors, c'est le respect des droits des malades et de l'usager ont été dictés aussi dans les lois du 4 mars 2002 et du 2 janvier 2002 pour les établissements médico-sociaux qu'on appelle les EHPAD aujourd'hui. Excepté les dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement, je veux parler de l'hospitalisation en psychiatrie, la loi du 5 juillet 2011, il n'existe pas de base légale à la restriction de la liberté d'aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Néanmoins, la conférence de consensus de 2004 a identifié 3 raisons pouvant légitimer une limitation. Tout d'abord, celles qui tiennent à la sécurité et visent à protéger la personne d'elle-même ou les tiers. Elles doivent être justifiées, précisées, tracées, connues et acceptées par le malade. Et bien entendu, réévaluées, hein, ce qui est très compliqué à faire en EHPAD. Hein. Enfin, les contraintes de soins et d'organisation interne d'un établissement sanitaire peuvent être mises en avant. Mais toute restriction ne peut s'envisager que si le bénéfice retiré est supérieur aux risques éventuellement induits. Il nous est demandé, et nous le faisons avec professionnalisme, mais surtout au cas par cas, d'apporter une réponse humaine, organisationnelle et architecturale à la nécessité de restreindre la liberté d'aller et venir. Toutes les solutions possibles doivent être recherchées et examinées. Le choix de la mesure doit être équilibré
et celle-ci proportionnelle à l'état de santé de la personne. Or, récemment, par souci de ne pas diffuser le virus dans les EHPAD ou les institutions gériatriques comme la mienne, on nous demande de confiner nos malades déments déambulants en chambre, quitte à les sédater ou les contentionner au fauteuil. Moi, on m'a demandé, mais t'as qu'à les neuroleptiser. C'est juste pas possible. Cette recommandation est totalement contraire aux bonnes pratiques, car nos malades déments ne comprennent pas la situation et nous devons plutôt organiser des déambulations sécurisées internes ou externes que les contentionner contre leur volonté. Quatrième dilemme, maintenir du lien et du lien humain. Le 16 mars, nous avons mis en place une cellule d'écoute psychologique pour les patients, les familles et les soignants sur notre site. Je suis seule psychiatre pour les 1000 lits, mais j'ai 12 psychologues avec lesquels je travaille en permanence et c'est fort heureux parce que je ne pourrais pas faire mon travail si les psychologues n'étaient pas là. De plus, en complémentarité, une cellule d'appel systématique de toutes les familles des patients hospitalisés a été mise en place puisque les visites se sont arrêtées le 11 mars. Elles ont repris de façon très parcimonieuse, très encadrée en juin, en soins de longue durée. Là, elles se sont de nouveau arrêtées depuis le mois d'octobre. Sauf, et ça on s'est battu pour ça, pour les patients en soins palliatifs ou en fin de vie. Donc là, on maintient les visites des familles en chambre, on habille les familles, on les laisse en chambre 1 heure avec les leurs. Et elles sont accompagnées par les psychologues ou moi-même. Alors, il faut les habiller, il faut les protéger, les familles, bien sûr. Donc, nous avons proposé une hotline de soutien psychologique et on s'est aperçu que la hotline ne fonctionnait pas bien. Ce qui fonctionne très bien, c'est les maraudes. C'est passer dans les services, voir dans les postes de soins, les soignants qui étaient effondrés. Ils ont besoin, non pas d'une interface comme nous avons aujourd'hui, qui pour moi est un pis-aller, mais ça me fait quand même plaisir de pouvoir vous voir et vous parler, hein. Mais se toucher, voir une expression sur le visage de quelqu'un qui ne va pas bien. Moi, j'ai reçu des soignants. L'hôpital a fait venir un camion réfrigéré pour les décès, parce que nous n'avons que 15 places dans notre morgue, hein, ce qui est évidemment pas suffisant. Mais ils l'ont mis à l'entrée de l'hôpital. Donc, tous les soignants qui arrivaient, disaient, mais combien, ça va être une hécatombe, combien va y être de morts? Elles sanglotaient dans mon bureau, hein. En fait, on n'a pas eu tellement de morts de la première vague. On n'a eu que 60 décès liés à la Covid-19, puisque nous avons fait ces clusters, nous avons réussi à les garder dans leurs unités en les laissant déambuler, ça n'a pas été rien. Et donc, il fallait les rassurer. Mais moi-même, je n'avais rien que ma bonne volonté pour les rassurer. Et en plus, je fais partie, j'ai 66 ans, des personnes à risque, hein, dans mon hôpital. Et il y a eu aussi beaucoup d'absentéisme, de désertion, des personnels qui avaient peur, et c'est bien légitime. Donc aujourd'hui, on a mis en place des interfaces numériques. Là encore, alors la paix est épouvantable. J'ai écrit à mon directeur général pour lui dire, écoutez, rien ne va. J'ai eu des dons de boulangers, de petites tablettes visio. On ne pouvait pas les utiliser parce qu'on n'avait pas accès au Wi-Fi. Ah non, 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 ça va faire des trous dans la raquette, je ne sais pas quoi, pour leur protection. Bon. Donc, il a fallu utiliser nos propres portables. Mais nos propres portables, il a fallu les mettre dans des petits sachets de congélation pour pouvoir les désinfecter, passer de l'un à l'autre. Et puis, bon, c'est quand même pas évident de donner son propre numéro de portable pour les familles. Donc, on a mis des mois à pouvoir convaincre notre administration d'utiliser un lien qui ne mettait pas les trous dans la raquette de leur système de sécurité des données médicales. Enfin, tout a été extrêmement compliqué. Et quand vous êtes habillé en pingouin, avec le FFP2, la surblouse, le tablier, le sac poubelle, le truc, et qu'il faut rentrer un lien sur les tablettes, qu'il faut désinfecter après la tablette, et enlever toute votre tenue pour aller à la chambre, c'est hyper chronophage. Et au bout d'un mois, les psychologues m'ont dit, stop, on peut plus, on ne fait que ça. On fait que ça. On n'a même plus le temps d'aller voir nos malades, d'aller voir les familles, etc. Donc, j'ai remis en route avec l'aide de la direction, et je dois saluer notre direction de site, qui a été hyper réactive, au taquet. Vous avez besoin de quoi? On vous aide, on vous envoie, etc. J'ai dit, mais il nous faut une plateforme d'appel. Les psychologues ne peuvent pas et appeler les familles, et faire les visios, et faire tout. Ce n'est pas possible.
hein, elles sont en grande difficulté. Donc maintenant, il y a une plateforme d'appel des familles qui demandent, alors encore une fois, c'est légitime, des nouvelles de leurs proches, puisqu'ils ne peuvent pas les voir. Et les visios sont conservées au cas par cas, mais il y a eu de très belles choses, hein, dont je vous parlerai après, par exemple des familles qui sont à l'autre bout du monde, qui sont aux États-Unis, qui sont avec le décalage horaire, on arrive à se caler, qui jouent une petite complainte à la guitare ou à la flûte, à la grand-mère, tu les reconnais parfaitement. La démence est extraordinaire. Vous avez des moments de pure présence où elles sont tout à fait capables. Elles prenaient la tablette, elles embrassaient la tablette. Et puis, il y en avait d'autres qui disaient, mais moi, je ne veux pas de ça. Je veux ma femme. Je ne veux pas la tablette. Je ne veux pas ce truc. Hein. Donc, bon, la technique, c'est mieux que rien, mais c'est quand même pas terrible. Donc, on a vu que lorsque les liens sociaux, affectifs et humains sont maintenus, les familles s'apaisent et nous n'avons pas eu trop de réactions de détresse psychique de la part des familles. Par contre, on a eu des plaintes des familles auprès des représentants des usagers, énormément. Donc, j'ai fait une réunion, enfin, on appelle ça un retour d'expérience, un colloque, le 21 septembre, où les familles participaient avec tous les soignants qui ont montré ce qu'on pouvait faire, qui ont montré de belles images. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous en montrerai de ce qui se passait pour répondre aux craintes légitimes des représentants des usagers. Bon, les familles n'ont pas toujours raison. Il y avait des familles qui disaient « j'ai jamais été appelée ». Et quand on regardait, elles avaient été appelées 7 fois par des gens différents. Mais ce n'était jamais assez. Hein. Vous pouvez comprendre que devant l'angoisse, ben, moi, je n'ai pas eu tout ce que je souhaitais savoir de maman, de ma grand-mère, etc. Alors, si on arrive à maintenir le lien, eh bien, ça aide à ne pas sombrer dans le syndrome de glissement. Ce syndrome de glissement fait que les patients qui passent le cap de l'infection virale, finalement, se laissaient mourir de chagrin. Ainsi, Odette, âgée de 95 ans, avait déjà lutté 10 jours contre la Covid-19. Elle avait vaillamment surmonté le confinement dans sa chambre. Sa toux épuisante, la fièvre qui monte et qui descend dans le V caractéristique. Hein, vous savez, les infections virales, on a de la fièvre, ça se calme, et on a de nouveau de la fièvre. La grippe, c'est pareil. Hein. Les soignants étaient confiants, rassurant même la famille par téléphone sur son état somatique. L'espoir renaissait, mais brutalement, alors que son corps ne présentait plus de signes inquiétants, tout se précipita. On allait la perdre. Et ce qui la mettait en danger, c'était le chagrin de ne plus voir les siens. Odette fermait les yeux, la bouche, tous les contacts et ouvertures possibles vis-à-vis des soins prodigués avec patience et d'infinies précautions compte tenu du danger potentiel de contamination par les soignants, enfin masqués, charlotés, gantés, en blouse, sur blouse et tablier. Rien n'y faisait. Elle se laissait mourir, de façon active, en arrachant la perfusion posée pour son hydratation, de façon passive, en refusant toutes les tentatives prises pour la nourrir, comme un bébé, espérant que le réflexe de succion perdure. Nous lui donnions de petites potions enrichies à boire, à téter, mais le chagrin l'emportait. Elle se laissait glisser vers la mort. Cet état de grande déstabilisation somatique et psychique s'appelle le syndrome de glissement. Alors, vous ne le trouverez pas dans les classifications internationales, mais les gériatres le connaissent bien. Il a été décrit en 1956 par Jean Carrier dans sa thèse de médecine. Carrier, C-A-2-R-I-E. Partant de ses observations dans un hospice pour personnes âgées, ce gériatre remarque que certains processus de fin de vie s'apparentent à un glissement, une sorte de processus d'involution et de sénescence porté par son état le plus complet, dit-il. D'autres médecins ont ensuite précisé le propos, à l'instar d'Yves Delaumier, qui, lors du 4e Congrès international francophone de gérontologie, en 1990, en donne une définition plus restrictive. Selon ce gériatre, un tel syndrome spécifique de personnes âgées fragiles et polypathologiques marque un état de grande déstabilisation somatique et psychique, d'évolution gravissime. Il y voit donc une décompensation aiguë, infectieuse, traumatique, vasculaire, chirurgicale, choc physique, qui fait suite à un facteur déclenchant physique et psychique, dans notre cas la Covid-19, qui fragilise en elle-même
et ayant été imposées, alors, qui fragilisent en elles-mêmes les personnes qui se sont vues imposer des mesures de confinement. Cette maladie, ce syndrome de glissement, touche 1 à 4% des personnes âgées hospitalisées en temps normal. Ce syndrome peut conduire à la mort en quelques jours à 1 mois, à travers des troubles biologiques et neuropsychiques sévères si un traitement n'est pas mis en route suffisamment tôt. Alors moi, je les traite comme des mélancolies délirantes, donc je mets des antidépresseurs en IV. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut beaucoup plus de choses. Il faut de l'amour, mais l'amour agapé. Il faut des bras, il faut des petits soins, tels que je vous les ai définis, de la musique, la présence de leurs proches, des êtres chers. Donc, attention, plusieurs hypothèses psychopathologiques ont été évoquées. Si l'on ne dispose pas encore de véritables étiologies, différentes hypothèses sont avancées qui mettent en avant la dépression avec une dimension suicidaire implicite, des conduites régressives, un état post-traumatique ou un état de désorganisation psychosomatique. Certains font de la dépression l'un des facteurs déclenchants, quand d'autres évoquent un état confuso-dépressif ou asthéno-dépressif, ou encore une forme de dépression sévère, dépression différente dans ses manifestations de ce qu'elle est chez l'adulte jeune. La tristesse y est rarement exprimée, tandis que sont bien présents l'irritabilité, l'opposition avec le refus de s'alimenter. Alors, quelle prise en charge? En pratique, il est fréquent que l'on se contente de diagnostiquer un épisode dépressif majeur. Et encore dans mon hôpital, je suis assez étonnée parce qu'ils ne le diagnostiquent pas. Ils sont pourtant de bons gériatres, formés. Bon, heureusement que les psychologues sont là une fois de plus et qui me disent « tu devrais aller voir tel patient, etc. » J'ai au moins 5 à 6 demandes par jour de ces cas-là, mais qui n'émanent pas de mes confrères. C'est assez curieux quand même. Donc, bien sûr, on met en route des traitements intraveineux. Je rappelle qu'ils peuvent être mis en route aussi dans une EHPAD. Et il est préférable de traiter au lit du malade, plutôt au lit chez elle. Alors, chez elle, c'est l'EHPAD, plutôt que de nous les envoyer à l'hôpital, surtout en ce moment, en période de Covid. Mais quelle que soit la molécule prescrite, dans 30% des cas, les patients ne répondent pas au traitement antidépresseur. Et plusieurs auteurs ont par ailleurs rapproché ce syndrome de glissement, je vous le soumets, à certaines dépressions du bébé ou encore du concept anglo-saxon de failure to thrive, issu de la pédiatrie. Je suis pédopsychiatre de formation et donc ça me parle bien évidemment, qui correspond à un échec, une défaillance à croître, à prospérer, à bien se porter. Séparé de sa mère ou d'une figure parentale suffisamment bonne et étayante et manquant d'affection, le tout jeune enfant peut en effet sombrer dans un état dépressif décrit en 1945 par le psychanalyste René Spitz et qualifié d'hospitalisme. Or, de quoi s'agit-il? De bébés qui, privés de liens affectifs, se mettent à pleurer, à rester en retrait, détachés avant de maigrir, d'être sujets aux infections, puis de voir s'altérer leur développement psychique et moteur. Après 5 mois de carence affective, le développement s'arrête et les troubles peuvent conduire au décès. Les analogies sont nombreuses chez le bébé victime d'hospitalisme comme chez la personne âgée souffrant de syndrome de glissement. Les manifestations cliniques sont à la fois comportementales et somatiques, et les symptômes marqués par la passivité et le retrait rendent les soins particulièrement difficiles. Qui plus est, dans les deux cas, on note au départ l'alternance entre des phases d'apathie et d'agitation, et la succession de phases de détresse, puis de désespoir et enfin de détachement. À l'évidence, les antidépresseurs ne sont donc en aucun cas suffisants. Il faut bien davantage pour retrouver le chemin de la vie. La prise en charge se doit d'être en effet médicale, infirmière, diététicienne, physiothérapique et physique et psychique, avec aussi et surtout des mots doux, des caresses, des paroles tendres et affectueuses, et tout simplement des visites, des animations, les visites des proches, des personnes aimées, ce qui est malheureusement bien difficile à mettre en musique en temps de Covid-19. 5e dilemme éthique, mort sans les leurs, sans rituel, deuil impossible, point d'interrogation.
Je vous le rappelle, 85% des décès de la Covid-19 constatés concernent les personnes âgées de plus de 70 ans en EHPAD, avec, selon Santé publique France, entre le 1er mars et le 11 novembre, 27 000 décès liés à la Covid-19 dans les EHPAD et les institutions gériatriques, chez les personnes âgées. Pourquoi nous avons besoin de rituels? Parce qu'ils servent à réactualiser une relation intime avec la personne décédée. Ils permettent aux vivants et aux familles et proches de mettre des mots sur leur souffrance. Or, au plus fort de l'acmé de la crise sanitaire, certaines familles ont été privées de les voir. Il fallait venir dans les 2 heures suivant le décès. Nous avions des familles qui habitaient en province, qui n'avaient pas le temps de venir. Et c'était à nous, soignants, de fermer les 2 linceuls, tête bêche, comme des pestiférés. Ah ben oui, c'était comme ça, scellé. Pas de soins de préservation du visage, pas de présentation du corps aux familles pour mettre dans le camion réfrigéré. Et les familles ne savaient même pas si c'était leurs proches qui étaient dans le double linceul. Impossible de les embrasser. Moi, on m'appelait parce qu'on a pris des astreintes de week-end pour me dire est-ce que j'autorise une fille à embrasser sa mère qui est morte. Évidemment, vous fermez la porte, elle n'est plus contagieuse, elle ne respire plus. Vous l'autorisez à embrasser sa mère morte. Enfin, c'est insupportable de rajouter du chagrin au chagrin, c'est vraiment inhumain. Alors, c'était impossible de pratiquer les rituels culturels ou cultuels. Nous n'avons eu aucun représentant des cultes qui sont venus à l'hôpital. Impossible de se réunir au cimetière car il ne fallait pas être plus de 20 personnes. Dans mon hôpital, conscients de tous ces chagrins supplémentaires, les soignants, avec l'aide des psychologues, encore une fois, merci à elles, ont fait preuve d'un exceptionnel savoir-faire, inventant de nouveaux rituels, prononçant de belles paroles d'accompagnement jusqu'au bout de ces malades dont ils prenaient soin les jours précédents. Écoutez ce que nos malades ont encore à dire. « Ah, bah alors elle n'est pas morte, ma femme ?» me dit ce monsieur de 90 ans en larmes, venant d'être transféré en gériatrie après une semaine de réanimation dans un grand CHU, centre hospitalier universitaire voisin, pour syndrome de détresse respiratoire lié au coronavirus. Sa femme, même âge, était aussi atteinte, mais d'une forme moins grave, et il n'en a rien su. Et elle n'a rien su du transfert de son mari. Ultime raté des situations d'urgence, où l'humain est à la fois au cœur du soin, mais pas le cœur des préoccupations. Jusqu'à ce premier coup de fil, passé au lit du malade. Entre parenthèses, à l'aide de mon téléphone emmailloté dans un film protecteur avec son épouse, qui elle aussi n'en croyait pas ses oreilles. Nous sommes à J21. On considère qu'à J21, la personne est Covid+, elle est guérie. J21 de séparation, d'inquiétudes croisées, de désespoir et d'espoir au rythme des PCR positifs, puis négatifs, puis du statut enviable de Covid+ guéri. L'émotion est à son comble. Il pleure, secoué de pépites de joie, d'étreintes de bonheur, d'espoir fou de serrer dans ses bras sa femme aimée depuis plus de 60 ans, celle qui n'a cessé de chérir. Il se met alors à chanter, j'en ai les larmes aux yeux, que c'est beau la vie. 2 minutes 44 d'intensité inouïe. Vous vous souvenez de cette chanson? Magnifique, qui a été reprise dans le film Potiche, qui est magnifique à la fin, qui est chanté par Catherine Deneuve. Je vous cite juste cette phrase. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie. Alors, je vous ai mis le lien, j'enverrai à Ouchang mon texte et je vous ai mis le lien. Écoutez-la. À l'hôpital, la deuxième vague s'apprête à nous engloutir, étendant son sombre manteau viral sur nos patients les plus vulnérables, implacablement, sans discernement, d'un bâtiment à un autre. Mais la première vague a fait de nous des vagues mestres. Nous sommes au cœur de toutes ces petites joies
et aussi de toutes ces détresses devenues des petites mains passeuses de téléphone en sachet, de tablettes désinfectées, de bonnes et de mauvaises nouvelles. Soudain, nous pénétrons au cœur de ces familles brisées par la Covid-19 qui devient nosocomiale. Il faut annoncer l'interdiction des visites, garder des liens même ténus, malgré l'éloignement géographique, comme cette petite fille vivant à Seattle, mais qui finit par voir sa grand-mère en visio, malgré le décalage horaire. Elle a pu lui jouer de la guitare, lui rendre un sourire hilar, alors que cette dernière, démente sévère, se laissait glisser vers la mort. Elle m'a arraché la tablette des mains pour l'embrasser partout. Nous recevons tous les jours des mails, des lettres, des mots d'amour bouleversants que nous lisons avec application à nos malades déments, avec l'intime conviction que ça sert à quelque chose. Parce qu'on lui dit, c'est pas la peine, ils sont déments, ça sert à rien. Ben, si, nous, on pense que ça sert à quelque chose. À chaque relevé du courrier électronique apparaissent des visages inconnus, des familles souriantes, des dessins d'enfants, des photos de bébés potelés dans les bras de grand-mères entendries, qui ne ressemblent en rien à celles qui sont couchées dans nos lits Covid. Tous ces trésors seront alors imprimés, reliés par des petits livrets ou accrochés au mur des chambres. Maintenir des liens est source de vie. Et parfois, nous recevons aussi des cris de colère. C'est ignoble ce que vous faites. Vous êtes inhumaine, quand nous devons annoncer que les visites sont internées en soins aigus. Appelé en urgence au chevet d'un malade de 99 ans et 6 mois, veuf, sans enfant, au lit, le dentier en bandoulière, comme ça, qui veut se suicider parce que c'est pas une vie de voir personne, je finis par le faire rire et lire avec lui du cocasse de la situation. Moi en pingouin malhabile, lui en martien vert, au lit, sous son masque d'oxygène. C'est qu'il aime la vie. Il veut pas mourir finalement, pourvu qu'on partage encore ses instants de vie. Que c'est beau la vie. Pour finir, avant de prendre vos questions, la pandémie de Covid-19, plus particulièrement pour les personnes âgées institutionnalisées, fragiles et vulnérables, met en tension plusieurs principes éthiques liés précisément à leur vulnérabilité. Celui de la responsabilité pour autrui, celui de précaution, celui de justice et d'équité. Mais ne devons-nous pas avant tout rester nous-mêmes, soignants en gériatrie, garants des droits et devoirs d'humanité, de cette présence attentive et soucieuse de l'autre, du soutien en famille, aux proches de nos malades, dans une vigilante affirmation éthique de notre présence humaine, mais aussi dans une juste distance. Car nous protéger, c'est aussi protéger l'autre vulnérable. Je vous remercie. Eh bien, je vous remercie. Je pense que les personnes qui veulent intervenir ouvrent leur micro. Normalement, chacun peut le faire. Ouchang veut sûrement intervenir le premier. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, merci Véronique. Dans ce tableau terrible, qui pose énormément de questions, eh bien, on a des gens comme Véronique d'une éthique et d'une humanité qui est émouvant et qui fait chaud au cœur. Naturellement, il y a beaucoup de... Bon, parce que tu as eu des paroles très sensibles, comme justement le chagrin, que c'est beau la vie, etc. Et effectivement, là, on est à la croisée de plusieurs choses. Donc, cet hospitalisme des bébés qui atteint les personnes âgées. J'ai entendu 27 000 décès dans la première phase, c'est-à-dire la moitié des décès français. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ça pose beaucoup de questions sur les personnes âgées à travers les âges, hein, à travers les pays. Ce n'est pas
l'idyllisme que l'on veut souvent dire, oh, il y a des tas d'endroits où les vieux sont respectés, etc. On en est très très loin, que ce soit en Afrique, au Japon, euh, euh, dans les pays nordiques, comme on vient de dire, et chez nous. Alors, moi, j'ai l'impression que cette histoire est la continuation, l'exacerbation d'un fonctionnement très ordinaire des EHPAD et que on ne parle, c'est un mot banni de dire eugénisme. Testard et comment il s'appelle, bon, on fait un travail là-dessus sur l'eugénisme en France aussi. Alors là, nous sommes en plein dans l'eugénisme ou dans l'évaluation de l'eugénisme. Alors évidemment, il y a des personnes âgées. Alors là, dans les EHPAD, c'est qui? Ce sont les personnes pauvres. C'est quoi? C'est les pauvres Ah non, isolés. dans les EHPAD, ce sont des personnes riches, surtout en région parisienne et à Paris. Riches. Bon. C'est 3 800 euros. Ma retraite ne sera pas équivalente. Qui peut se payer 3 800 euros à 8 000 euros pour les gros privés lucratifs? Moi, j'ai les plus âgés, les plus polypathologiques et les pauvres refusés des EHPAD. Et d'ailleurs, on a vu que celles qui payent le plus, pas les mieux servies. Il y a eu un scandale avec tout le groupe Corian, pour ne pas le nommer. Hein, ou en particulier dans le groupe Corien, qui a des bénéfices chez leurs actionnaires et qui coûtent le plus cher, certaines EHPAD mentent aux familles en disant la nourriture est faite sur place par un cuisinier. C'est faux. C'est la Sodexo qui vient livrer pour 1 euro, ils ont la salmonelle et ils meurent. Il y a continuellement des scandales sur les EHPAD et le modèle des EHPAD doit être repensé. Ça ne va pas. Depuis 2017, les soignants ont hurlé. Il y a eu une mise en abîme de ce qui se passe dans les EHPAD. Il y a une mission flash avec Madame Iborra, 2 députés, Caroline Fiat, elle-même aide-soignante. Il y a eu l'avis 128 du CCNE, extrêmement vindicatif, porté par Régis Aubry, Cynthia Fleury, qui dit que ce sont des lieux de ghetto, d'enfermement, que c'est quelque chose de totalement ignoble, qu'on ne peut pas continuer sur ce modèle-là, mettre ensemble des personnes qui n'ont pas donné leur consentement. Cause, elles sont démentes, pour la plupart, dont on les prive de leurs biens matériels parce qu'il faut les mettre sous tutelle, elles refusent, elles ne veulent pas. Il n'y a que 5% des personnes qui veulent bien rentrer en EHPAD. Et encore, c'est des choix contraints, donc des non-choix. Donc des non-choix. Oui, tu as tout à fait raison de poser la question du statut de nos aînés, que la crise Covid a semblé mettre en exergue, puisqu'il y a eu des tas de gens qui ont dit mais on fait tout ça pour quelques vieux qui de toute façon mourront. Hein? Donc on prive les jeunes, André Consponville en priorité, Ferry pareil. Hein? Ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Moi je suis matérialiste, on ne va pas gâcher la vie de nos jeunes pour quelques vieux qui de toute façon mourront. Hein? Donc est-ce qu'on va vers une société utilitariste à l'anglo-saxonne? C'est-à-dire le nombre d'années de qualité de vie à venir qu'on va privilégier, hein, au risque d'être eugéniste, comme tu dis, mais c'est un mot qui n'est jamais prononcé, bien entendu. Hein. Et de fait, il n'y a pas eu priorisation, comme les grands patrons l'ont dit à la télé, mais tri a priori, dans une médecine de guerre, hein, où on calcule, celui-là on va le réanimer, celui-là non, avec des codes couleurs, parce qu'il a une qualité de vie à venir. Il a des années de vie meilleures à vivre, ce qui n'est pas le cas des personnes âgées. Hein. Et ça, personne ne veut le regarder au fond des yeux. Hein, comme Giscard regardait la France au fond des yeux. Non, c'est inentendable et c'est toujours pas, malgré les mignons annoncés, malgré le plan Démence 2018, je me suis énormément pensée sur la chose, le discours n'est pas celui qu'on devrait entendre, c'est-à-dire revoir le modèle des EHPAD, faire des petites unités, de la collégialité, vivre avec ses petits-enfants, par exemple, dans des habitats partagés, etc. Je vois que Guy Lanternier lève le doigt. Merci. Voilà.
m'avez profondément ému. Je suis dermatologiste et je suis ancien consultant national de dermatologie pour les armées. Il y a une notion qui n'a jamais été prononcée depuis le début de l'épidémie, aucun plateau, c'est la notion de réaction paradoxale aux médicaments qui se produisent dans toute pathologie infectieuse. Que ce soit la lèpre, ça s'appelle les réactions lépreuses, soit la filariose, ça s'appelle la réaction de Mazzotti, que ce soit la syphilis, ça s'appelle la réaction de Jarisch et Alzheimer. Dans toute maladie infectieuse, quand on donne un traitement, en particulier un traitement à visée anti-inflammatoire et un traitement antibiotique, par exemple, il y a une exacerbation des signes de la maladie. Or, qu'a-t-on fait? Nous, les médecins, on a attendu pour donner ce traitement que le patient soit au stade le plus grave. Et à ce moment-là, quand on l'a donné, on est arrivé exactement en même temps que le rash cytokinique inflammatoire de la maladie et on a tué le patient. Bon. Je suis des patients pour Covid en téléconsultation et en présentiel à l'hôpital Saint-Louis, au centre d'études de la peau et du cheveu, organisme privé, mais dans les locaux de l'hôpital Saint-Louis. Je marque les patients à la culotte et Nicole François, ça a été le cas. Il faut agir le plus tôt possible. Donner le plus tôt possible l'antibiotique, pas pour son action antivirale, on le sait très bien qu'il n'a pas d'action anti-multiplicateur viral, mais pour son action anti-inflammatoire et qui va agir sur le rash cytokinique inflammatoire de la maladie. Et là, la réaction paradoxale n'est pas trop forte, elle ne tue pas le patient et on va passer le cap et le patient va guérir ensuite. Donc, il suffit, et moi j'ai donné à tous mes patients 4 comprimés par jour d'amoxicilline pendant 8 jours, en débutant à 1 comprimé. J'avais une réaction, bon, je restais un jour, ça allait, je passais à 2. Je passais le cap, et au bout de 6-7 jours, ils allaient très bien. J'ai eu la même chose pour une pathologie pulmonaire, il y a 3 ou 4 ans. Je ne sais pas si c'est le Covid. Le Covid, il est là depuis longtemps. Il a éclaté quand les patients se sont retrouvés ensemble, par exemple dans une église avec les évangélistes, où ils étaient 2000 en même temps, et il y a eu un éclatement. Exactement comme pour le HIV, hein, il y a eu un éclatement dans la communauté homosexuelle. Exactement de la même façon. Bon. Tout de suite, je vais terminer. Je pense que l'erreur qui a été faite est de ne pas avoir donné le traitement antibiotique au possible. Prétexte que le traitement antibiotique, en théorie, n'est pas un anti-réplicateur. Bien sûr que ce n'est pas un anti-réplicateur viral, mais la fonction anti-inflammatoire de l'antibiotique qui agit contre le rash cytokinique inflammatoire de la maladie. Merci. Bon, merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison de rappeler ces évidences qu'on pratique, qu'on met en œuvre aujourd'hui, lors de la 2e vague. Hein, on a moins de décès dans mon hôpital, même si j'ai plus de malades infectés. Bien sûr. Et ils arrivent beaucoup plus tard en réanimation et on les intube
beaucoup plus tard. Bien sûr. On ne se précipite plus à les intuber, bien Bien sûr. sûr. Et c'est extraordinaire que comme Oui, psychiatre, vous avez perçu ça, oui, alors que les médecins ne l'ont pas perçu. Je c'est suis, curieux, oui. je suis médecin, je ne suis pas psychiatre. Je suis Ouais, pas merci. hein. Alors, puisque vous êtes dermatologue, on a eu des formes terribles dermatologiques Mais bien sûr, parce chez que, nos malades âgés. bien sûr, parce que qu'est-ce Oui. qui se passe? Lesquels? Eh ben, ils avaient les mains complètement violacées, comme Les des pseu- engelures, les mais bleu pseudo-engelures, marine. les Oui, pseudo-engelures, voilà, c'est ça. le syndrome de Kawasaki. Oui, c'est ça. J'en ai eu, là. J'ai rattrapé justesse. Euh, les pityriasis versicolores exacerbées. Mon fils qui est derrière moi a eu ça. Et syndromes paraviraux qu'on connaît très bien, comme le pityriasis rosé de Gibert, l'érythème réticulé abdominal, que mon fils derrière moi a fait aussi. Et donc, j'ai pas fait d'exercice de Covid, je ne lui ai donné aucun traitement, parce qu'il est jeune, je ne voulais pas risquer une réaction mentale. Mm. La Bon, notion clé, c'est la notion de réaction paradoxale. Il faut Oui, oui, absolument tout à fait. passer cette notion. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. alors il y a peut-être laisser un peu la parole à d'autres, mais en préambule, tu as commencé à parler de directives de l'assistance publique qui sont dans leur radicalité et leur simplisme consternant. L'assistance publique aux hôpitaux de Paris, ça veut dire assistance publique. Alors là, on est dans une situation tout à fait stupéfiante. C'est désespérant et stupéfiant. J'ai écrit un directeur général qui, lui, Martin Hirsch, qui, lui, nous écrivait tous les matins des mails. Il en a fait un livre. Hein, bien sûr, vous voyez tous les livres de tous les grands patrons arrivés. Hein. Mon Covid, ma Covid, on était prêts, on n'était pas prêts, etc. Et lui a fait un livre, une compilation de tous les mails qu'il nous envoyait. Et moi, je terminais votre ami Martin Hirsch, etc. Bon, d'accord. Et donc, moi, je lui écris, puisque c'est mon copain, c'est mon ami. Eh ben, je lui écris, monsieur, et je lui décris ce que je vous décris. Pas de possibilité de Wi-Fi, tout est compliqué, pas de masque FFP2, pas d'accès au SAMU. Je voudrais avoir un contact avec vous, etc. Comment faire? Il ne m'a jamais appelé. Jamais. J'ai donné toutes mes coordonnées, il ne m'a même pas répondu par mail, rien du tout. La gériatrie n'existe pas à la paix. Ça n'existe pas. Ils ne veulent pas s'occuper des vieux. Ils disent les vieux, c'est du médico-social. Eux, ils veulent être intramuros avec une médecine de recours, de troisième niveau. Et nous, on est la piétaille. Donc, on n'existe pas. Tu sais très bien comment on fait pour traiter un problème qui n'existe pas. Ben, il n'existe pas. Voilà. Donc, comme ça, il n'y a pas d'embarras. Voilà. Et comme en plus, on est entre nous, j'espère qu'on ne va pas être piraté, je devrais avoir un devoir de réserve et ne pas vous parler comme je vous parle. Oui, je ne voudrais pas être excessif, mais ce que tu dis là, c'est exactement ce que disait Staline. Pas de bonhomme, pas de problème. Voilà. C'est Je crois que... bon. Vous vouliez réagir Oui, je voulais réagir à partir de votre comparaison avec l'hospitalisme et puis Oui. finalement avec la détresse du nourrisson. Et ça m'a fait penser à beaucoup d'expériences je dirais, d'intervention en néonatalité par des gens. Il y a un très beau documentaire qui a été fait par Catherine Vanier, par exemple, et d'autres. Il y a Claude Boutkovsa et tout ça, dans le service d'Abraham Cohen. Il y a une intervention de la voix, de la parole, de la présence qui a permis ou qui permet de pallier les autres défaillances que provoque l'hypermédicalisation et en particulier la machinerie. Mais ce que je constate, c'est qu'en néonatalité, il y a une intervention technique qui fait quelque chose. Et il y a un investissement technique considérable.
Or, en réalité, en gériatrie, en hypergériatrie, je dirais, on est sans technique, on n'est qu'avec du relationnel. Oui, on n'est qu'avec de l'humain. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous signaler, et il faut que je vous le dise, nous avons eu en mars-avril, eu droit, ça c'est aussi la magie de l'assistance publique, à la réserve sanitaire. Donc, nous avons eu des externes de 2e et 3e année, 40. Nous avons eu des élèves kinés en 4e année qui faisaient fonction d'aide-soignante parce qu'on a eu 30% d'absentéisme chez les aides-soignantes. Et à partir du moment où je les ai formés, ils ne connaissaient rien. Évidemment, aux vieux, à la gériatrie, à la gérontopsie, au syndrome de glissement. Et moi, j'ai vu des scènes mais magnifiques avec des gamins qui avaient 20 ans. L'AP donc ils avaient la possibilité de prendre des taxis. Tout était gratuit, d'avoir des chambres d'hôtel gratuites, d'avoir évidemment des formations permanentes. J'en ai que 2 qui sont venus me voir quand décompensé. Mais c'était merveilleux de voir les personnes âgées avec des jeunes garçons magnifiques qui venaient juste leur donner à manger, les faire lever. Et ça a suffi. Et j'en profite pour associer sur le modèle des EHPAD. Qu'est-ce qu'elles ont demandé, les filles, quand elles ont fait grève? Des moyens humains. Des moyens humains. Voilà. Des bras, des moyens humains appétants et compétents. Dominique Beaumont a demandé la parole. Il faudrait que Dominique active son micro si elle veut être entendue. Ok, ça y est. Oui, en fait, bon, je suis très interpellée sur plein de choses aussi. Mais je commencerai peut-être par paradoxal, en fait. Parce que Guy Lanternois a repris réaction paradoxale. Jean-Jacques a repris aussi réaction paradoxe entre les bébés et les vieux. Je trouve que moi, ça m'interpelle, ça. Enfin. Et puis, paradoxe entre... Enfin, ce que disait aussi Auchan, quand il demandait, c'est qui est dans les EHPAD, qui sont les gens dans les EHPAD, enfin, pauvres et riches, quoi. C'est... En fait, l'âge, il y a une discrimination, enfin, sur l'âge, ou un paradoxe, une discrimination sur l'âge qui dépasse beaucoup de... qui dépasse notamment l'argent, quoi, en fait. On est vieux avant d'être riche ou pauvre, en fait, puisqu'en EHPAD, en EHPAD, c'est pas mieux qu'en gériatrie, puisqu'en gériatrie, dans les services hospitaliers de la paix, par exemple, il y a les pauvres qui ne peuvent pas aller en EHPAD, quoi. Et ce n'est pas forcément pire d'ailleurs, mais donc c'est paradoxal, c'est rare en fait, c'est le seul moment, je pense, où... Alors, je dirais que discriminer, ça veut dire couper, distinguer. Voilà. Et donc, il y a eu effectivement l'âge, le critère d'âge. On est toujours le vieux de quelqu'un d'autre. Hein. Ce qui nous lie, c'est la dépendance, c'est la fragilité, notre humaine vulnérabilité. Et vous avez une faute à pas de chance, une surdiscrimination qui est celle du social, du réseau social dans lequel vous vivez, l'écosystème dans lequel vous vivez, et évidemment de l'argent qui est mis à disposition ou non pour aller en EHPAD ou non, ce qui est un non-choix, je le rappelle. Hein. Et parfois, à la paix, on est mieux traité parce qu'il y a plus de monde, il y a de la blouse blanche, ce que vous n'avez pas en EHPAD. Moi, je suis allée faire des expertises dans des EHPAD somptueuses, luxueuses, 6 étoiles avec de la moquette comme ça. Il n'y avait personne. Il y avait une infirmière qui faisait tous les étages avec son bip, point. Il n'y avait personne. Alors, c'est sûr que la personne âgée était dans un studio somptueux, mais elle avait peur. Elle me dit, j'ai peur, je suis toute seule à longueur de journée. Bien sûr que tout est paradoxal, même la crise Covid avec nos aînés. C'est-à-dire que pour les protéger, on les a surconfinés. Ils ont fini par mourir de chagrin. Vous avez vu lors du déconfinement, on a dit les plus de 65 ans, ils ne vont pas être déconfinés. Tollé, légitime, de Marie Denzel par exemple, tollé des gens concernés. Là, le Premier ministre Jean Castex, et même celui qui nous représente à la paix, il ne faut quand même pas exagérer, Salomon, le président de la CME de la paix, qui est pédiatre, les papis et les mamies vont couper ils vont couper la bûche en deux et ils vont aller dans la cuisine. Mais pourquoi pas aux chiottes?
Enfin, c'est vraiment… Non, non, mais on marche sur la tête. Hein? Voilà. J'ai une demande d'intervention de Madame Planel, à Oui. qui je propose d'ouvrir son micro. Oui, ça va être mieux avec le micro ouvert. Bonjour. Bonjour. Je voulais rappeler ce qui se passe quand on a une épidémie à laquelle on ne comprend rien au départ. Ce que vous avez raconté sur la façon d'aborder les patients m'a fait penser au début de l'épidémie du sida, quand je travaillais dans un service d'hémodialyse qui était hépatite positive, donc a priori possiblement sida positif, et où on pensait que le sida, l'HIV, qui n'était pas encore identifié, pouvait se transmettre par voie aérienne. Et donc, nous étions effectivement habillés comme des cosmonautes, on se changeait, etc. Et on avait des mesures de précaution qui ensuite n'ont plus eu lieu d'être. Donc là, on s'est retrouvé face à une épidémie à laquelle on ne connaissait rien au départ. On a regardé ce que faisaient les Chinois, qui avaient un peu plus d'expérience, ou du moins on pensait qu'ils disaient des choses vraies. On voyait qu'ils entassaient les morts dans des sacs et dans des charrettes, et que personne ne pouvait approcher, et qu'on brûlait les corps. Et finalement, on a répété des gestes parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, j'en suis intimement convaincue. Et ce que vous expliquez dans votre exposé, et qui est en train de changer quand même, c'est que on a eu des attitudes qui, a posteriori, sont inappropriées face à une population française qui veut à la fois de la sécurité et de la liberté. C'est-à-dire la population française est toujours très paradoxale, à mon avis. Elle veut tout, et quand elle l'a, elle veut autre chose. Mais enfin, c'est comme l'histoire des masques. Mais donc, en fait, je pense qu'il faut voir ça sur une question d'évolution par rapport à nos connaissances scientifiques. Bon, je ne vais pas revenir sur l'intervention de notre collègue dermatologue sur les traitements, mais enfin bon, il y aurait beaucoup, on pourrait en parler, mais ce n'est pas le lieu. Le lieu n'est pas de parler du traitement du Covid, mais de l'attitude qu'on peut avoir. Je pense que s'il faut tirer quelque chose de cette histoire, c'est les problèmes qu'il y a dans les EHPAD et dans les services de gériatrie de l'hôpital. Et comment est-ce qu'on doit considérer nos aînés et modifier les choses. Pour avoir, je m'excuse si je suis un peu longue, mais pour avoir eu une expérience assez catastrophique d'EHPAD très cher en région parisienne, où finalement, où il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait le psychiatre, tout était très cher, mais tout était très bien bordé. Mais quand j'ai vu des choses qui étaient ahurissantes, et que j'ai tenté de les rapporter, il y a eu sur moi des diagnostics d'hystérique ou de je ne sais trop quoi, ou d'affabulatrice qui ont été portés. Donc c'est très très difficile de faire ça. Ce que je voudrais dire, c'est que ces choses ahurissantes, s'il y a un cadre qui surveille, un cadre infirmier ou un directeur d'établissement, ça ne devrait pas se produire, mais ça se produit. Et il y a une question non seulement de nombre de personnes qui s'occupent des personnes âgées, mais de leur formation. Et il faut dire, je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas politiquement correct, mais qui est un ressenti, donc c'est peut-être pas une vérité. C'est que dans des EHPAD où on paye très cher, où il y a des gens qui sont atteints d'altérations cognitives graves, mais qui, dans le passé, ont été des personnes, on va dire, à niveau socio-éducatif très élevé, et qu'on les fait prendre en charge par des personnels non formés. Il y a des attitudes troubles, on va dire, de la part de certains personnels vis-à-vis de ces gens qui ont de l'argent, qui ont
eu un niveau éducatif très élevé. Et finalement, il y a une espèce de... J'ai ressenti comme une espèce de sentiment de domination, on va dire ça comme ça, de certains personnels peu formés vis-à-vis de gens qui avaient tout et qui sont en train de perdre tout. Voilà. Mais vous avez parfaitement raison de pointer ça, hein. C'est évidemment une question de formation. On met auprès des plus vulnérables des gens qui ont zéro formation et qui n'ont pas la même culture que nous la plupart du temps. Et on a la même chose à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment, maintenant que la personne est vulnérable et démente, d'un espèce de retournement du déclassement social. Et il y a une maltraitance qui est tout à fait ordinaire, qui est une maltraitance par négligence. En général, dans les institutions gériatriques, la maltraitance est quotidienne, mais ce n'est pas la même qu'au domicile. Au domicile, c'est plutôt psychologique, privation, etc. Bon, moi, je reçois tout le temps des patients sous X, hospitalisés sous X, car maltraités psychologiquement et physiquement chez eux. Et ce n'est pas la même chose dont vous parlez dans les EHPAD. Mais vous avez tout à fait raison. Et or, elles sont dans l'illégalité le plus totale, puisqu'elles doivent former leur personnel. Moi, l'assistance publique, je fais partie, depuis 35 ans, du pôle de formation des formateurs. On a un centre de formation à Picpus pour tous les agents de la paix. Mais c'est ahurissant, hein, parce que je retrouve la même chose, ahurissant, hein, ce qu'ils me disent et ce qu'ils me rapportent de leur service. Et pourtant, dans les soins de longue durée de l'assistance publique, qui correspondent aux EHPAD, pour les gens polypathologiques, refuser des EHPAD, ben, il y a de la blouse blanche, il y a un interne de garde, il y a la continuité des soins. Comme vous dites, il y a ce qu'il faut, hein. Encore que nous, nos locaux sont monstrueux à l'assistance publique. Dans ces EHPAD très chers, les locaux sont beaux, hein, l'hébergement. Mais il se distille une espèce de culture malsaine, un entre-soi entre ces assistants de gériatrie qui se comprennent sur le dos de ces vieux. Moi, j'avais un monsieur qui était ancien contrôleur des impôts. Ben, je peux vous dire que quand les agents ont su quelle était sa fonction, ils ont été on ne peut plus maltraitant avec lui, le tutoyant, se moquant de lui, etc. Et quand on dénonce ces choses-là, moi je dénonce, hein, et je dis, écoutez, c'est des situations qui sont inadmissibles. Ah mais Madame de Fabouette, ça suffit. Je vais avoir des arrêts maladie à cause de vous. Hein, les personnels se mettent en arrêt. Vous avez les syndicats sur les reins à l'hôpital, ce qui n'est pas le cas en EHPAD. En EHPAD, vous avez le conseil de vie sociale et il faut absolument que les gens se forment. Il faut absolument qu'on comprenne que très souvent, par exemple, ce sont des personnes d'origine africaine qui ont une autre culture et elles disent « mais ils nous insultent. Les vieux sont racistes, ils nous insultent. » Donc, il faut leur faire comprendre que ce n'est pas du racisme, que c'est pas leur culture. Il faut contextualiser. Ce vieux monsieur de 99 ans et 6 mois, il était rentré parce qu'il me dit « mais moi, chez moi, on m'a mis quelqu'un que je ne connais pas, qui a fouillé dans tous mes placards, qui était noir, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai sorti ma canne, j'ai menacé de la taper. » Donc, bon, il faut écouter aussi ce qu'ont à dire ces personnes, être au courant de leur histoire personnelle et effectivement former. Et moi, à l'assistance publique, on n'a plus les surveillantes. Vous vous souvenez, les surveillantes. Maintenant, c'est les cadres. Donc, les cadres, elles sont derrière leur écran et elles font des tableaux. Elles font des tableaux et elles ne connaissent plus les malades, elles font plus partie des synthèses, elles ne connaissent plus personne. Il n'y a plus cette régulation qu'il y avait avant. Ouais. Je retrouve des observations qu'on voit également dans d'autres institutions, comme par exemple les foyers pour personnes handicapées. Oui. Donc, c'est la question de la dépendance oui. qu'on évoque évidemment en psychanalyse pour le tout premier âge, hein, le nourrisson dépendant. Je reviens sur ma comparaison tout à l'heure. Ce qui nous interroge, nous, psychanalystes, c'est la question de la supposition de sujet. C'est-à-dire qu'en néonatalité, l'intervention du psychanalyste, elle est fondée par la supposition de sujet chez le nourrisson prématuré. C'est-à-dire qu'en fait, il peut entendre, comprendre, écouter la voix, il peut être désirant.
nous avons dans la société une très grande difficulté à admettre la notion de sujet. Et je pense que notre réflexion, peut-être en gériatrie, vous avez, vous, une dizaine de psychologues à vos côtés, donc c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que dans beaucoup d'endroits, nous n'avons pas la possibilité d'impulser cette conception qui nous est propre, enfin qui nous est très chère, je n'ai pas dit propre, mais très chère, qui est la supposition de sujet chez les patients de quelque nature qu'ils soient. Alors, je vous remercie tout à fait de dire la même chose. Et moi, je parle de présomption de compétence, puisqu'on est tout le temps sur un registre capacitaire en gériatrie. Il ne sait plus faire ça, il ne sait plus, toujours sur un registre négatif. Présomption d'existence et présomption de capacitaire et de compétence chez nos malades âgés. S'adresser à eux comme si. Et effectivement, il y a un sujet derrière, une personne qui ne disparaît pas derrière sa maladie et qui est en capacité de répondre de ce qu'elle a. Mais il faut absolument l'interroger. Si vous massifiez les vieux, eh ben, les vieux n'intéressent personne. Les vieux n'intéressent personne en personne. Hein, et c'est quelque chose que je montre dans mes livres qui s'intéressent à la personne, à l'écoute des petites perceptions chez les malades d'Alzheimer, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont encore à nous dire? Des toutes petites choses très ténues qu'il faut savoir prendre en compte. Moi, j'ai une de mes sœurs aînées, qui a 82 ans, qui est complètement démente, qui est en EHPAD. Et la pauvre malheureuse, elle est allée de l'hôpital de Broca dans une EHPAD du 13e qu'elle n'a pas choisie. Et ça a été épouvantable. On l'a mis en quatorzaine, on l'a coincée. On l'a mis à une table, alors que c'est quelqu'un de haut niveau, comme vous le dites, elle travaillait à l'UNESCO, en disant c'est une vieille, bon, parce qu'elle n'a plus de dents, c'est une vieille pas intéressante, etc. Et moi, je rappelle qui elle est. J'ai fait des albums, j'ai montré qui elle était, ce qu'elle savait. Elle est parfaitement bilingue, puisqu'elle travaillait à l'UNESCO. Ah bon? Mais elle était coquette. Ah bon? Et je m'acharne à ce qu'elle soit une personne avec une histoire. Mais c'est terriblement compliqué. Hein, les personnels soignants n'ont pas cette écoute attentive que vous prenez. Alors, puisqu'on parle enfin un peu de psychiatrie, de psychanalyse, effectivement, très important, ce que encore une fois, l'humanité, et puis ce que dit Gabriel Planel. Moi, si on parle un petit peu au-delà juste de l'organisme, d'un virus, etc., il y a quand même un syndrome général, il y a toute une réévaluation à faire justement sur les gens qui sont en dépendance, parce que là, l'hôpital lui-même, sans aller jusqu'à la gériatrie, l'hôpital lui-même sont des gens en situation infantile ou de bébé pour qui on doit tout faire et sur qui on peut tout faire. C'est-à-dire que là, on n'envisage absolument pas la pulsion d'emprise, qui est quand même une pulsion de pouvoir qui est chez chacun. Et nous sommes obligés de parler de civilisation. La question générale en France et dans le monde, dans chaque profession, c'est la formation. Quand il n'y a ni formation, ni, c'est peut-être un mauvais terme, vocation, là par exemple, tu parlais des jeunes qui sont venus, mais ils sont dans un autre désir que quand on est fonctionnaire dans le mauvais sens du terme. C'est le jour et la nuit. La formation est très insuffisante ou inexistante. L'incompétence est très large, même, tu viens de le dire, chez des médecins. On le sait très bien. Mais pour nous, c'est pareil, hein, en psychiatrie, en psychanalyse. Nous sommes tous, à une certaine mesure, incompétents et en manque de formation. Mais il faut aller au-delà. Cette maltraitance, elle est ordinaire entre humains et spécialement pour les vulnérables, que ce soit le bébé, que ce soit le vieux. Mais en plus, là, de cette
manque de vocation, s'ajoute autre chose, au-delà du mauvais sens du fonctionnaire. Il y a quand même, tu en as parlé, ou c'est Gabriel Planel qui en a parlé, de cette espèce de bataille. Ah, vous êtes riche, etc. Mais au-delà, ce qu'on n'envisage jamais, il y a quand même des problèmes oedipiens mal réglés dans lesquels, eh bien, allons-y, on prend sa revanche, on exerce un sadisme éventuellement, mine de rien. Et de ne pas s'occuper, c'est déjà une entreprise. C'est-à-dire de poser le plateau à quelqu'un qui ne peut pas manger, c'est une violence exercée, quelque chose d'un désir de mort, qui effectivement est efficace. Mais effectivement, la formation, je dirais, elle est générale, que ce soit sur les hommes politiques, sur ceux qui travaillent à l'EDF, à ceux qui sont en médecine, etc. On a des diplômes qui ne correspondent pas à la formation. Quand quelqu'un a un diplôme, il est arrivé quelque part, il peut tout se permettre. Par exemple, un énarque, il a un diplôme, donc il peut se permettre d'aller au ministère de la Santé et organiser les choses. Ou un directeur d'hôpital, qui n'y connaissent rien. Et nous sommes là on a l'impression d'être dans une régression sur un tas de niveaux, de l'organisation des hôpitaux, de la psychiatrie, du comportement avec le virus, avec les vieux, enfin bon. Mais je répète, la pulsion d'emprise de chacun envers le sujet vulnérable à disposition. Ça, c'est une formation très longue. Oui, permanente, oui. Très longue. Et c'est effectivement ça passe par exemple par des groupes d'analyse de pratique dans les institutions. Oui, tout à fait. Voilà, ça passe par des choses de ce genre. Ça s'appelle la civilisation, par ailleurs. Ce n'est pas seulement la formation initiale. On est bien dans la permanent. façon dont les institutions peuvent organiser la régulation, effectivement, des pulsions d'emprise. C'est les situations de dépendance, que ce soit les situations du handicap, du tout petit ou de la personne âgée démente qui permettent cette maltraitance et cette emprise, dont les personnes n'ont pas conscience. On leur demande de faire du reporting et c'est du reporting en chiffres. C'est des chiffres, c'est tout. Il n'y a jamais de qualité, il n'y a jamais d'indicateur de qualité. L'hôpital est devenu nombre et chiffres. On nous comptabilise tout. Il y a la durée moyenne de séjour qui doit être courte, c'est-à-dire une semaine. Non, mais une semaine en gériatrie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. C'est lamentable. On est maltraitant. Le système est devenu maltraitant. La tarification à l'activité est maltraitante, on le sait. Tout le monde le dit et le clame. Mais le Ségur de la santé n'a rien donné, strictement rien donné. On annonce des milliards partout, mais rien sur les fiches de paie. Et je vous l'ai dit, les personnels sont découragés. Nous sommes découragés. Même si la deuxième vague est un peu moins violente dans nos établissements et pour nos personnels. Alors, il y a une histoire qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, mais que je voudrais vous relater, qui ne concerne pas une personne âgée, le trouble psychiatrique au moment, qui est important à connaître quand même, du Covid. Donc, c'est une aide-soignante qui était en arrêt de travail, maman haïtienne, maman de 3 petits garçons de 3 papas différents, et elle arrive à l'administration de mon hôpital à 8 heures du matin avec ses 3 enfants dans les bras en disant moi je veux me réfugier à l'hôpital il y a des médecins, je veux un studio. Ils ont cru, comme ils ne sont pas formés du tout, bien sûr, que c'était une demande sociale. Elle était en arrêt de travail. Le médecin du travail en télétravail la prend au travail et elle lui dit moi je ne vous mets pas apte, vous m'avez l'air bien fragile, vous ne me mettez pas apte, je me suicide et je fais exploser le château. C'est un château, l'administration de mon hôpital.
Bon, elle la met apte. Voilà, on appelle l'assistante sociale, il est 8h30 du matin, pour trouver un studio pour mettre ses 3 enfants, ne regardant pas plus loin que ça. Et moi, je suis appelée en catastrophe à 16h, 16h, hein. Donc, les 3 enfants n'ont pas mangé. La maman est dans un état psychiatrique aigu, complètement délirant. Je me suis même dit que c'était quelque chose de culturel. Elle parlait des vaudous, du mauvais œil. Il faut signaler que son voisin de palier était décédé de la Covid et on était le 15 mars. On ne savait rien, comme vous l'avez rappelé, de ce virus et la dangerosité de ce virus. On n'avait pas de masque. J'ai dit, on n'avait rien. Bon. On m'appelle et je dis, bah, il faut l'interner. Mais par contre, elle a les 3 bébés, 3 enfants qui avaient 8 ans, 5 ans, 3 ans. Il a fallu retrouver l'un des pères des 3 enfants qui se charge des 3 enfants, enfin, etc. Évidemment, elle ne voulait pas monter dans le camion des pompiers. Je suis médecin à la paix. J'ai attendu 3 quarts d'heure que le SAMU prenne mon appel. Vous vous souvenez, on nous disait appeler le SAMU. 3 quarts d'heure. Bon, au bout de 3 quarts d'heure, il ne décrochait pas. Donc, j'ai pris mon propre portable et j'ai appelé moi-même les pompiers dans mon hôpital. Donc, les pompiers sont venus. Pareil, sans masque, elle vociférait, elle hurlait. Enfin, c'était épouvantable. Et elle a refusé de monter dans le camion. Donc, bon, on a été obligé d'appeler les flics. Le directeur n'est évidemment pas venu. J'étais toute seule à me débrouiller dans cette affaire, à appeler ma collègue à Henri Mondor pour qu'elle l'interne. Et elle ne veut pas monter dans le camion. Les flics non plus. Donc, les flics lui disent, bah, c'est pas grave, on va vous mettre par terre et vous menotter. Et ils ont dit ce qu'ils allaient faire. Et elle a dit, bah, c'est pas grave, je monte. Donc, elle est montée dans le camion des flics, elle est allée à Henri Mondor. Et à Henri Mondor, la psychiatre me rappelle, il était 19h, voilà. Ça faisait 5 heures que ça durait cette affaire, sans masque, sans rien, sans protection. Me rappelle, elle me dit, bah oui, tu as raison, il faut l'interner, mais sauf que c'est pas son secteur. Donc, je la renvoie sur l'hôpital de son secteur. Donc, elle remonte, alors la même comédie avec les flics, les machins, trucs, elle va sur son secteur, qui est à Villeneuve-Saint-Georges, donc c'est à 10 km de là. Là, elle revoit un psychiatre, mais elle n'a même pas le temps de le voir, elle désature. Ils sont obligés de l'intuber et de la ventiler. Ils font la PCR, elle était positive. Donc, elle a fait une bouffée délirante aiguë sous Covid. Ouais, oui. Nous, on ne le savait pas, hein. On n'avait rien, on ne savait pas. Je lui ai sauvé la vie à cette femme. Et elle est restée 1 semaine en réa, 3 semaines en psychiatrie, le temps que l'orage psychiatrique diminue. Et elle a pu critiquer. Elle s'est excusée, elle nous a envoyé un mail, elle nous a remerciés, elle a repris son travail, là, tout à fait normalement. Donc, ce virus va atteindre tout. Vous savez, il fait des petits micro-emboles, il fait à la fois des troubles psychiatriques, il fait des troubles confusionnels, il fait des troubles dermato, il fait des troubles de la sphère intestinale. Donc, c'est une drôle de bête, hein. Et il faut vraiment apprendre à s'en prémunir. Oui, 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 c'est très intéressant. Je voudrais relativiser 2 choses. D'abord, j'étais peut-être un peu véhément dans question de formation, etc. Mais à travers, je répète, à travers l'histoire, à travers la géographie, c'est les noms, les vieux, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus de pouvoir, eh bien, quand même, ont été les vieux et les fous, hein. Naturellement, tout ça s'applique. Tu as double peine, tu as à la fois la psychiatrie et les personnes âgées. Tout à fait. Donc, le terme de nos aînés est quand même assez respectueux, mais quand même, je répète, à travers l'histoire, à travers la géographie, pour les fous et pour les vieux, c'est en général bien plus terrible. Deuxièmement, tu as parlé donc des Africains, d'une autre culture. Oui, il y a quelques éléments à raccorder de culture, mais ça n'a rien à voir parce que nous avons tous connu des cas de figure très différents, des aides-soignants ou etc., n'importe quoi, africains extraordinaires qui sortaient les gens de tout, et d'autres qui sont absolument loin. Donc là, je reprends le terme de vocation ou de civilisation, mais ça n'a rien à voir avec l'origine
et la couleur de peau. Il y a des gens très blancs qui sont vraiment pas civilisés. Hein, je suis tout à fait d'accord, mais c'est le ressenti. Et à l'assistance publique, les aides-soignantes sont avant tout antillaises, pas africaines, hein, antillaises. Oui. Et elles disent ils sont racistes, ils nous insultent parce que nous sommes noirs. Et elles retournent cette vulnérabilité-là culturelle et culturelle. Oui. Et il y a une hiérarchie très terrible, hein, entre les Antillais, qui eux sont français, et puis les aides-soignantes nouvellement arrivées qui sont africaines. Et elles ne se mélangent pas du tout. Et c'est pas du tout à l'hôpital. Et quand vous dites quelque chose en tant que médecin à une Antillaise, elle ne va pas le dire à l'africaine, parce que c'est l'africaine. Il se met en place des communautés au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Ça, il faut le savoir, hein, c'est très compliqué. Et avec des médecins qui sont à titre étranger et qui sont maghrébins, donc ils n'ont pas la même culture. Et d'ailleurs, au moment du déconfinement, ils ont fait un méchoui en salle de garde entre eux, hein, entre communautés. Et évidemment, ils ont tous été contaminés. Donc, on a eu 12 médecins absentés. Bon, heureusement, pas des formes graves. Mais enfin, il y a une espèce de communautarisme intra-institutionnel à la paix qui ne dit pas son nom et qui, malheureusement, entrave une prise en charge qui devrait être une culture des valeurs qui étaient les valeurs de la paix. C'est-à-dire soigner et accueillir n'importe qui, quel que soit son âge, son argent, son milieu culturel. Sans oublier le communautarisme des élites qui tiennent les hôpitaux. Oui. Un espèce d'entre-soi. Oui. Comme ce communautarisme, comme vous disiez, enfin, plus ça va mal et plus il est là, et mieux le service est, et moins il est là. Enfin, ça, moi, à la paix, c'est ce que je vois aussi, quoi. Vous aussi, oui. Oui, voilà, il s'accentue quand ça va mal. Les gens se resserrent. Si ça va bien, ça s'estompe. C'est un signe de mal-être du service ou de la paix en général, quoi. Il y a un dilemme éthique qui apparaît maintenant, c'est celui qui est lié au consentement pour la vaccination. Comment est-ce que vous envisagez cette question dans la population avec laquelle vous travaillez? Alors, c'est une très bonne question. C'est le consentement pour le vaccin, mais pour tout à fait autre chose. Par exemple, les PCR, hein, les tests PCR. Qui sont faits, je vous dis, à J0, J3, J7, J14, J21, pour des personnes extrêmement fragiles, sous anticoagulants, qui saignent, qui ne donnent pas du tout leur consentement, et dont on me dit, bah, t'as qu'à les neuroleptiser. Non, c'est leur droit de dire non, même quand on leur explique et qu'on fait, justement, on ne fait pas fi de leur position de sujet. Donc, il faut se baser, d'abord leur poser la question. Elles ont leur mot à dire. Deuxièmement, ne pas passer outre le consentement, le non-consentement quand elles s'opposent à consentir. Hein, et il faut faire très attention à ne pas se dire « Ah, ben, elles sont incapables de donner leur consentement, donc on va demander au tuteur. » Et le tuteur, il va dire oui. Hein, il va dire oui pour tout. Or, le tuteur, s'il n'est pas tuteur à la personne, mais uniquement au bien, ne va pas dire oui. Et il ne va pas dire oui, le corps appartient à la personne jusqu'au bout. Il y a une espèce aussi là, de dualisme qui est extrêmement compliqué. Et il y a une notion, parce que je suis au conseil scientifique de l'espace national d'éthique sur les maladies neuroévolutives avec Emmanuel Hirsch, et nous avons fait évoluer les histoires des maladies neurodégénératives vers une notion de neuroévolution, parce que le D de dégénératif est quelque chose qui péjore la façon dont on voit ces personnes-là. Et nous parlons, nous, d'assentiment. Alors, l'assentiment, c'est proche du consentement, du point de vue de l'étymologie, mais on s'appuie sur ce que la personne pouvait dire avant d'être atteinte de cette maladie, sur... Vous savez que la personne de confiance est le porte-voix des gens qui ne peuvent plus s'exprimer. Elle n'a pas d'objectif décisionnel, mais il faut la contacter. Et sur le fait qu'elle ne manifeste pas d'opposition que l'on puisse objectiver. Donc, l'assentiment est recherché dans tous les cas.
C'est-à-dire qu'on pose une perfusion, on fait une PCR, la personne enlève, arrache la perfusion, elle ne donne pas son assentiment. Par contre, on demande le consentement pour aller en maison de retraite, elle dit non. Le jour où elle va en maison de retraite, elle s'adapte, elle ne chute pas, elle ne crache pas au nez des gens. On peut imaginer qu'elle a donné un consentement a posteriori, ce que nous appelons l'assentiment. Donc, on va faire au cas par cas. C'est la même chose pour le vaccin contre la grippe. Nous avons fait au cas par cas. Alors, je vous donne un chiffre qui est dramatique. Chez les soignants, 7% des soignants se vaccinent de la grippe dans un hôpital de gériatrique. Ce qui veut dire que moi, j'y vais pas, je veux pas, etc. Mais en même temps, je risque d'apporter la grippe aux personnes âgées. Mais ça, on s'en fout. Eh bien, ça va être... il y a une plus grande couverture pour les personnes, bien sûr. Peu disent non. Elles comprennent très bien l'intérêt du vaccin parce qu'elles sont très âgées. Elles ont vu les ravages de la variole, elles ont vu tout ça. Et elles disent... Donc, on va voir pour le virus. De toute façon, il ne faut pas se passer de cette problématique-là. Il faut aller les voir en disant, voilà, on a à disposition un vaccin contre le virus. Vous savez, c'est pour ça que je mets le masque pour venir vous voir, les gants, etc. Ils savent, hein, même les patients très déments. Ils ont la télé en boucle. Ils voient très, très bien. Hein, ils savent très bien, même s'ils collent au mot, par exemple, le 6 mars, il y a une personne âgée que je vais voir et je lui dis, je ne peux pas vous toucher, vous savez, il y a un mauvais virus, mais bon, il paraît que c'est une petite grippette. Et elle voit la télé tourner avec Covid-19, Covid-19. Elle me dit, mais ce n'est pas une grippette, il y a déjà 19 morts le 6 mars, Covid-19. Vous savez, il colle, hein, signifiant, signifié. Mais elle était très au courant, très, très au courant, hein, du fait qu'on ne pouvait plus les toucher. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie quand l'autre peut être potentiellement un danger mortel pour moi, quand je ne peux plus avoir accès à son visage, à sa mimique, à ses expressions, hein. C'est quand même très compliqué quand l'autre devient un ennemi. Ça devient très, très, très problématique. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite la parole? Grand silence dans la salle. Oui, excusez-moi, j'aimerais bien prendre la parole, Madame Serpebois. Oui. Oui. D'abord, merci pour votre première intervention qui était magnifique et pleine d'émotions. Je suis directrice d'un EHPAD et donc tout ce que j'ai entendu ici, j'avoue, ça me perturbe un peu puisque nous sommes Fondation Diaconesse de Reuilly, donc dans le terme, c'est Accueillons la vie, à but non lucratif. Donc, je tiens à dire que les EHPAD ne sont pas que pour les riches puisque nous avons pour principe d'accueillir qui que ce soit sans distinction d'origine, de moyens ou de milieu. Et donc, il y a une prise en charge par l'État au même titre que quand les patients sont à la PHP qui se met en place. Et donc, j'aimerais qu'on ne fasse pas un amalgame entre les EHPAD à but lucratif où effectivement les résidents financent avant tout des actionnaires que des soins. Et nous, dans nos structures, on est vraiment là pour être dans le bien-être et l'accompagnement de nos résidents. Donc, tout comme la PHP, nos locaux ne sont pas très jolis, mais au moins, nous avons tous les postes autorisés parce que tous nos postes sont autorisés par l'Agence régionale de santé. Donc, tous nos postes sont autorisés, mais effectivement, pas en même nombre et en même quantité que dans les hôpitaux. Donc, forcément, avec un accompagnement qui ne peut pas être aussi soutenu qu'en hôpital. Et moi, je tenais à rebondir sur le Covid-19, puisque au départ, c'était... Est-ce que vous pouvez vous approcher de votre micro parce que tout le monde oui, sur le sujet du Covid-19 et cette prise en charge et prise en soin de nos soignants, c'est vrai qu'il y a eu cette implication et cet engagement qui est quand même important. Et c'est important de le souligner aussi. Alors, je reviens aussi sur ce que vous disiez sur la formation. C'est vrai que malheureusement, et en raison aussi de cet EHPAD bashing, on a beaucoup de mal à recruter des personnels formés puisqu'ils préfèrent aller dans les hôpitaux, etc. Parce que la reconnaissance vis-à-vis des tiers, à partir du moment où on travaille dans un EHPAD, elle n'est pas reconnue parce qu'on tout de suite, si je travaille en EHPAD, c'est que je suis maltraitant et pas bienveillant.
Et donc, la formation, nous, on forme des personnels qu'on... En fait, nous, tous nos postes, c'est des aides-soignants. Donc, on est dans l'obligation d'avoir des postes aides-soignants. Mais malheureusement, quand on a des difficultés à les recruter, on accueille des auxiliaires de vie qu'on forme en interne, etc. Mais c'est vrai que tant qu'il y a de l'EHPAD bashing, c'est vrai que c'est très complexe d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance du travail. Et c'est pour ça que je tenais à intervenir parce que... Il ne faut pas faire de l'amalgame et tous les EHPAD ne sont pas maltraitants. Alors, effectivement, il y a de la maltraitance indirecte parce qu'on ne se rend pas compte. Et comme vous disiez, sur des niveaux culturels, quand forcément, oui, c'est beaucoup des personnes africaines du nord ou du sud de l'Afrique qui interviennent auprès de nos résidents. Et moi, je suis dans un EHPAD à Paris, donc forcément avec des niveaux culturels de nos résidents bien différents. Peut-être qu'il y a effectivement une maltraitance indirecte, mais c'est vrai que nous, on est vraiment dans le soutien et dans le recueil de vie, parce que vous parliez de votre sœur qui a une culture, etc. Nous, à l'arrivée de nos résidents, on est vraiment dans un recueil de vie, de qu'est-ce que vous faisiez antérieurement, pour essayer de rassembler les résidents qui peuvent avoir les mêmes connivences, les mêmes intérêts, par exemple dans les salles à manger où c'est des lieux de vie. En accord avec notre psychologue qui aussi fait avec nous les plans de table. Et donc, c'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que l'implication de nos soignants, elle peut être importante quand même. Et sans les soignants, on ne fonctionne pas, puisqu'on est là pour prendre Merci soin. beaucoup, Madame, de votre témoignage, qui est tout à fait légitime. Je l'ai dit, pour la massification des vieux, dès lors où on massifie, on dit les EHPAD, évidemment, il faut faire l'éloge de la singularité, ce que vous venez de dire. Il y a des EHPAD formidables, même de la ville de Paris, hein. Mais les ratios de personnel, vous le dites bien, ne vont pas. Oui. C'est-à-dire, au-delà des locaux, vous avez un ratio de 0,6 personnel. Et je ne sais même pas si vous avez une infirmière de nuit. Nous avons une infirmière de nuit mutualisée sur 5 EHPAD. Vous vous rendez compte? Ça, les ratios de personnel, malheureusement, ce n'est pas nous qui les décidons, puisque c'est l'agence régionale qui nous finance, tout comme vous à la PHP. On est dans des critères, dans du chiffre, dans des taux d'occupation et on doit… Absolument, je sais bien. Avec le personnel dont on dispose et forcément, on est… mais je dirais qu'au moins les financements des résidents vont pour leur bien-être et pour cette prise en soin, à la différence des EHPAD à but non lucratif qui effectivement préfèrent changer la moquette que… À but lucratif, oui. Soignante, voilà. Oui, mais, vous avez tout à fait raison. Mais voilà, je tenais à intervenir parce que c'est vrai que l'EHPAD bashing, ça n'aide pas pour justement cette prise en soin et cette prise en charge de la part des soignants dans nos établissements parce que ça n'aide pas à trouver sa vocation, comme vous disiez. Il faut qu'il y ait une vocation, il faut qu'il y ait une envie. Voilà. Mais merci. Le mot de vocation n'est pas un gros mot, hein. Non, justement, c'est pour ça c'est important. Oui. Depuis des années, je fais ce qu'on appelle la médecine narrative avec les jeunes externes à Paris-Descartes et puis maintenant à Créteil, à l'UPEC. Hein. C'est-à-dire qu'on prend en atelier d'écriture des jeunes externes qui viennent de passer le PACSES, hein, c'est-à-dire ils n'ont même pas 20 ans, hein, et on leur donne premier exercice d'écriture narrative parce qu'on s'est aperçu que les jeunes médecins perdaient leur empathie au bout de la 3e année de médecine. C'est dommage, c'est la première année où on rencontre des vrais malades. Donc, c'est vraiment un gros souci. Donc, on les prend en petits groupes d'ateliers d'écriture. Quand on lit, quand on écrit, on augmente sa capacité d'empathie, de se mettre à la place d'eux. Et donc, premier exercice, c'est écrivez l'histoire de votre vocation. Alors, évidemment, il y en a qui disent, mais on n'est pas des curés, on n'a pas de vocation. Et ce qu'ils écrivent est magnifique, est absolument magnifique. Donc, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a un retour en études de médecine des humanités médicales. C'est formidable. Et l'hôpital, l'intercommunal de Créteil, qui est à côté de chez nous, développe la même chose pour les soignants. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous avez des ateliers d'écriture narrative qui sont animés par un philosophe que j'ai formé. Donc, on fait rentrer la philosophie, hein, qui ne se paye pas de mots, qui est une philosophie pratique.
au sein des institutions. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce terme vocation, voilà. Mais c'est vrai que quand en fait, on est toujours en train de dire les soignants sont maltraitants, sont malveillants dans les EHPAD. Forcément, du coup, la vocation, si elle était là au départ, elle se perd. Et c'est ça qui est dommage. Enfin, d'où la nécessité d'une formation permanente, continue. Tout à fait. Oui. Et quelque chose qui va à côté de la formation, ou plutôt qui précède, vous avez employé un excellent terme, c'est l'implication des soignants. Mais c'est justement, c'est dans les critères de sélection qui ont été totalement erronés, qui ont d'ailleurs empêché plusieurs générations de médecins d'aller vers ces humanités sur des critères, je ne sais pas comment dire, de sciences dures, de sélection de sciences dures. Voilà, logico-mathématiques, oui, qui ne correspondaient pas. Et là, c'est un point essentiel pour quand il y a ces petits jeunes qui n'ont aucune formation, je disais, qui sont arrivés avec une implication. Bon, effectivement, ça dure un certain temps, mais ça, c'est pour tous les métiers. Quasiment, sauf Véronique qui... va faire de la philo à 60 ans. Vous voyez, c'est pas... Voilà, mais cette sélection, au départ, cette permission à ceux qui ont... bon, le terme de vocation est difficile, mais enfin, qui souhaitent s'impliquer dans quelque chose. Aider l'autre. Entièrement à revoir. Il y a des gens fabuleux qu'on empêche absolument de faire des choses. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de maltraitance. Chacun une voie. Encore faut-il laisser la possibilité de le faire. Et la formation, elle suit 100 fois plus que quelqu'un qui ne veut pas aller là-dedans, qui vient là pour autre chose. Par exemple, pour avoir un fixe et sa retraite. Ça ne marche pas. C'est parasitaire à ce moment-là. Hein? Je voulais dire à Mme Sierpebois que j'ai été, en tant qu'animateur de la conférence, assez surpris, agréablement, du fait que la Fondation Diaconesse a beaucoup produit des auditeurs inscrits. Tous n'ont pas pu venir apparemment, mais en proportion, c'était un peu surprenant. Le sujet a beaucoup intéressé les gens de chez vous, beaucoup plus que d'autres institutions qui ne se sont pas du tout dérangées. Donc, ça témoigne probablement d'un état d'esprit particulier. Oui, sûrement. En fait, nous avons dans notre communauté toute une éthique. Et effectivement, nous, l'éthique de la prise en charge est importante. Et donc, effectivement, le début de votre intervention sur toute cette éthique de soins, enfin, rapportée aux soins est importante. Et c'est vrai que c'est notre psychologue qui nous a donné votre lien et on s'est inscrit parce que forcément, ça fait écho avec nos accompagnements au quotidien. Sophie Dunoyer a demandé la parole. Un petit mot sur la question de la vocation. Je dirais, il y a aussi la question de faire un métier qui est alimentaire. Et pourquoi pas, c'est une réalité. Ça se retrouve beaucoup chez les soignants, ça se trouve aussi beaucoup chez les gens qui font des gardes d'enfants, etc. Ce ne sont pas du tout forcément des vocations. Et je dirais, peu importe. Moi, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait des cours dans un IFSI, un institut de formation des infirmières, pendant 12 ans, des cours de psycho. Il y avait effectivement... alors, on parlait beaucoup des vocations, etc. Je trouve que souvent, c'était pour des mauvaises raisons. D'autres personnes qui n'avaient pas forcément de vocation, finalement, devant le métier, etc., se prenaient d'intérêt. C'est beaucoup des questions d'équipe. C'est beaucoup des questions d'énergie, un peu d'équipe, de choses qu'il faut transcender. Ce terme un peu connoté religieusement, mais il faut
comme dans la psychiatrie, il faut transcender un peu le quotidien. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas tiré un peu par quelque chose qui sublime un peu du côté ou un peu d'une théorie ou d'un mouvement ou de ce que vous dites des ateliers d'écriture, par exemple, quelque chose qui sort, hein, etc. Veut dire, ce qui n'était pas une vocation peut devenir quelque chose d'une qualité. Je me méfie un peu de la vocation pour avoir beaucoup entendu des infirmières me dire qu'elles avaient la vocation et les avoir vues pratiquer. Bon, je me demande ce qu'il en est de la vocation. Pour revenir au Shang, vous dites c'est dans tous les métiers. C'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, la formation, et pour connaître bien l'hôpital, et la formation, et voir des internes qui deviennent après des médecins, il y a quelque chose d'une technicité, de déshumanisant. Le discours médical, c'est quand même pas un vain mot, c'est vraiment quelque chose de tangible qui peut-être change ou devrait changer ou pourrait changer parce que c'est un peu dénoncé. Donc, mais c'est quelque chose qui fait partie de la formation. Et alors après, on peut dire dans tous les métiers, il y a un peu d'usure, ça peut être le contraire. Dans tous les métiers au départ, dans beaucoup de métiers au départ, on ne sait pas trop pourquoi on le fait, puis finalement on y trouve un intérêt, etc. Je trouve que ce n'est pas tout à fait vrai pour les médecins. Voilà, petite parenthèse. Merci. Il faut quand même le vouloir hein, pour être médecin. C'est quand même très, très, très difficile, très, très, très long. Et puis, il y a du médecin bashing hein, aujourd'hui. Hein. Oui, oui, mais c'est terrible. Bon. On ne le veut pas. Ok, il faut le vouloir, mais on ne le veut pas forcément pour les bonnes raisons. Hein. Je veux dire, on peut être très souvent, on peut être très souvent beaucoup plus intéressé par la maladie que par le malade. Et c'est quand même souvent le cas. Je veux dire, la spécialité, alors ce n'est pas tout à fait votre cas, évidemment, bien entendu, parce que vous avez choisi la psychiatrie, mais souvent, je veux dire, moi j'étais vraiment hallucinée parfois par des staffs où quand il y a une maladie un peu rare, un peu, etc., qui est le truc qui intéresse les médecins, c'est la maladie un peu rare, hein, etc., un espèce d'engouement, tout, etc., on ne sait même pas de qui on parle. Je veux dire, non, mais ça, c'est lamentable. C'est évidemment pas ça qui pousse les jeunes à s'inscrire en médecine, hein, c'est sûr. Alors, je voulais, pour Madame Serpebois, vous le voyez à l'envers, le livre, ou vous le voyez bien à l'endroit? On voit bien. Études du grand âge et de la dépendance, un livre auquel j'ai participé et qui a été sous la direction de Dominique Monneron, qui s'occupe d'EHPAD comme la vôtre, hein, ou Diaconesse, et de Roger-Paul Droit. Et vous avez, donc ça vient de sortir au PUF, vous avez Yves Agide, Pascal Bruckner, Monique Cantos-Perber, Alain Cordier, Boris Cyrulnik, et des textes extraordinaires, Didier Sicard, Frédéric Worms. Ça, peut-être que ça pourrait vous intéresser votre psychologue, que vous plongiez là-dedans. Je pense que ça fait partie aussi de la formation permanente, de voir que l'être humain, les métiers qui impliquent l'être humain, c'est pas pareil que de faire du bon pain. Je ne pense pas que de faire du bon pain, on s'épuise. Je pense que se frotter au rugueux de l'humain, oui, ça peut épuiser. Tout à fait. Si vous nous envoyez vos références, nous les plaçons sur notre site. Il y a une rubrique, dans la rubrique activité, il y a une rubrique séminaire, anthropologie et décentrement. On est sous cette étiquette et on colle là, et c'est accessible à tout le monde, on colle là les vidéos, les liens, les documents, etc. Voilà. Très bien, puis je vous enverrai les diapos de mes soignants pendant la Covid. Elles sont anonymisées, on ne les reconnaît pas, et je pense que ça c'est très beau. Donc, si vous envoyez ça en répondant au lien que vous avez reçu, au mail que vous avez reçu pour ce lien, ça me permettra de le faire placer sur le site directement. D'accord, très bien. Je crois qu'on arrive au terme de cette réunion. Hein, oui, on va vous faire une conclusion. Oui, la conclusion de remercier infiniment Véronique pour merci à vous. Avoir ouvert toutes ces directions, exercer toutes ces activités, professions et responsabilités également. Et chacun, parce que je crois que là, on est au cœur quand même de questions assez fondamentales sur l'humain, le psychisme, l'âge
et l'organisation du système de santé. Voilà. Bon, merci infiniment à Jacqueline. Merci à vous. Et à Véronique. À bien vite. À bientôt, bonne journée. Merci vous aussi. Merci.